Alors, on a parlé de la réalité économique, on a parlé assez rapidement du cadre juridique, mais parlons des contenus, et qui mieux justement que Laurent Fauné pour nous en parler. Alors, moi, je vais vous lancer sur une piste. Ayant moi-même constaté, il y a aujourd'hui, dans la plupart des acteurs du monde de la télé, une sorte de course tous vers le modèle d'une chaîne généraliste. Est-ce que cela a une explication avec toutes les informations que vous avez entendues? Et est-ce que pour vous, vous qui avez participé au lancement de tant de chaînes, est-ce que c'est le chemin, la route à suivre? Alors d'abord, merci. Je suis très impressionné du nombre de personnes présentes ce soir. Donc moi, je ne suis pas effectivement un spécialiste de la Tunisie, mais ce que j'ai entendu parler beaucoup d'argent. J'ai entendu parler beaucoup de lois qui ne sont pas des lois, si j'ai bien compris. J'ai pas entendu parler de public. Et là, on parle de télévision. Et dans la salle, j'ai la chance d'avoir une étudiante. Elle a entendu mon cours plusieurs fois. Moi, ce que j'enseigne, même si d'abord, moi, j'ai commencé en télévision en 90 à TF1. J'étais secrétaire général de l'antenne. Mon rôle, c'était de gérer le coût de la grille, qui représentait 5 milliards de francs à l'époque. Donc, j'ai commencé la télévision par la gestion, par des problèmes d'argent. Et très vite, j'ai compris que s'il n'y a pas, et j'ai fait une thèse de doctorat en 2005 qui démontrait qu'en télévision, s'il n'y a pas de public, il n'y a rien. Je veux dire, s'il n'y a pas des gens qui regardent la télévision et qui ont du plaisir, il n'y a rien. Donc moi, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est finalement quelles sont les attentes du public tunisien. Et j'ai noté à travers la discussion que nous avons eue avant votre arrivée que la chaîne, excusez-moi pour ma prononciation, Tunisia, qui est récente et qui représente apparemment 17,6% de part de marché, avec quelques programmes, c'est qu'elle a su trouver des programmes qui manifestement intéressent les Tunisiens. Donc le premier problème qu'on doit se poser quand on veut créer une chaîne en Tunisie, c'est quel public et pour lui proposer quoi? C'est-à-dire quelles sont les attentes du public? Notre métier à nous en télévision, c'est de partir toujours d'attentes supposées d'un public donné. Moi j'ai participé à la création de quelques chaînes, à l'évolution d'un certain nombre de chaînes, notamment sur Direct 8 chez Bolloré. Yannick Bolloré m'a dit moi c'est tout le monde et la chaîne c'est tous les programmes, il manque qu'ils soient moyens. J'ai dit on va commencer peut-être un peu à organiser tout ça et puis on va mettre de la cohérence. C'est-à-dire qu'on est obligé de savoir pour quel public on travaille, quelles sont les attentes de ce public, à quel moment il peut regarder la télévision. Et regarder la télévision aujourd'hui, j'entends aussi beaucoup parler finalement de régulation, de satellite, pas de satellite. Ok, aujourd'hui on est dans un monde avec la télévision connectée. Alors je ne sais pas où en est l'état d'évolution de l'Afrique du Nord, mais j'ai cru comprendre aussi par exemple que le téléphone, la question du téléphone filaire ne se pose pas parce que tout le monde a des portables. Donc ça veut dire que demain, quand vous pourrez avoir des télévisions connectées directement sur Internet, on ne se posera pas la question de savoir s'ils ont un satellite, une TNT ou quoi que ce soit pour regarder des programmes. Et regardons les programmes qui les intéressent. Donc le premier, je répondrai après à votre question sur le modèle généraliste, mais je pense qu'il faut se poser la question du public. Et après, quand on a identifié le public, on se pose la question de quel programme il a envie de regarder, sachant que quelles sont finalement ses possibilités aujourd'hui de regarder ces programmes sur des chaînes qui existent ou qui n'existent pas. Je suis très frappé par le nombre de gens équipés du satellite. Quand j'ai un peu travaillé sur le Maroc, sur un projet de 3e chaîne nationale qui n'a toujours pas vu le jour d'ailleurs, c'est qu'on voit bien qu'il y a une telle concurrence avec des chaînes étrangères que finalement il y a la possibilité pour quiconque est équipé d'un satellite d'avoir accès à des programmes égyptiens, libanais, arabes. Et vous avez effectivement, et tu l'as rappelé tout à l'heure, cette langue commune qui fait que n'importe qui est capable de comprendre n'importe quel programme sur une chaîne étrangère, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde de se poser la question, est-ce qu'on veut des chaînes tunisiennes pour les Tunisiens? Je veux dire, je pense que c'est plus vraiment ça aujourd'hui la question. La question c'est, on veut des chaînes pour les Tunisiens, oui. Quelles chaînes? Sachant qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de chaînes, me semble-t-il, qui sont de nature à satisfaire le public tunisien. Donc ça, c'est le premier point, c'est quel public pour effectivement, et donc quel programme lui proposer. Alors le point que je suis tout à fait d'accord et qui est fondamental, aussi quand on parle d'argent, on pense toujours que la télévision, ça coûte cher pour des raisons techniques. Non, la télévision, ça coûte pas cher pour des raisons techniques. La technique aujourd'hui est devenue bon marché. Vous pouvez faire une chaîne de télévision avec 2-3 ordinateurs et vous amortissez sur 3 ans, ça coûte rien. Je veux dire, ce qui coûte cher en télévision, c'est les talents. C'est les talents et notamment le fait que pour faire une émission, quelle qu'elle soit, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà l'idée, puis il faut avoir le temps de tourner correctement, avec des moyens certes, et puis il y a des caméramans derrière, il y a des gens derrière, c'est ça qui coûte cher. Donc en fait, ce qui est important dans une télévision, c'est pas les moyens techniques, même si c'est toujours rassurant d'avoir des plateaux.
c'est d'avoir un coup de grille, c'est d'avoir dans la grille des programmes qui permettent effectivement de pouvoir satisfaire les attentes du public. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent sur ce type de chaîne, on va trouver beaucoup de séries, par exemple, bon marché, parce que c'est un moyen de remplir les 8760 heures annuelles que sont une chaîne de télévision, et que vous fassiez 0,2% de part d'audience ou vous fassiez 33% de part d'audience, de toute façon, il faut fournir 8760 heures. Donc à partir de là, il faut bien les remplir, et donc vous achetez des programmes pas chers pour remplir les après-midi. Donc une fois avoir dit tout ça, pour répondre à votre question, le problème, c'est qu'en fait, savoir s'il n'y a de seul modèle que le modèle généraliste, ma réponse va être malheureusement peut-être que oui, parce que je ne sens pas de possibilité pour financer la télévision en Tunisie, la possibilité de le financer par les abonnements. C'est-à-dire qu'il y a deux grands modes de financement de la télévision. Il y a le financement par la publicité et le financement par les abonnements. Historiquement, et tu es bien placé pour le savoir, je veux dire, l'abonnement dans les pays d'Afrique du Nord, je veux dire, ça ne marche pas. Il y a toujours des pirates, il y a toujours ce qu'il faut, on ne veut pas payer, c'est normal. Mais même les DVD, on les a moins chers que le prix d'un DVD vierge à Paris. Enfin bon, voilà, je ne veux pas transposer mon expérience marocaine en Tunisie. J'ai passé quand même 24 heures il y a 2 ans à Tunis, parce que j'avais été envoyé par Bolloré pour voir ce qu'il y avait derrière Nespa TV. Donc voilà, ça m'a valu, mais il y a 2 ans, donc j'ai compris que tout avait bien changé depuis. Mais donc on ne paye pas. Donc le financement par l'abonnement, on l'oublie, c'est pas possible. La télévision payante, à mon avis, il n'y a pas de potentiel possible pour ces pays. Donc c'est que la télévision gratuite. La télévision gratuite, elle est financée par la publicité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'argent d'investissement publicitaire qui veut s'investir en télévision pour financer un certain nombre de chaînes. Ce que j'ai retenu aussi dans publicité, c'est que déjà en France, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais j'ai cru comprendre aussi que dans ces pays-là, les régies publicitaires, les agences médias, les annonceurs, tout ça, c'est des gens qui se connaissent bien, qui s'aiment bien, qui se fréquentent bien. Et en gros, c'est pas forcément parce que j'ai une grosse part d'audience que j'aurai une grosse part de marché publicitaire, parce qu'il y a plein d'autres connexions tout à fait respectables qui font que voilà, l'argent transite un peu ou arrive là où on pense que ça peut être utile. Donc la question de la télévision, c'est d'abord l'organisation du marché publicitaire. Et c'est d'abord savoir quels sont les annonceurs, effectivement, qui sont intéressés pour investir en télévision. À partir de là, on verra effectivement d'un point de vue macroéconomique combien il y a d'argent disponible et comment cet argent, il peut faire vivre un certain nombre de chaînes de télévision. Pour revenir à la question des chaînes généralistes, un exemple qui me semble assez probant et que j'ai vécu personnellement, c'est l'exemple des chaînes de la TNT en France. Quand vous regardez en 2002, quand le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a accepté les chaînes qui allaient démarrer à l'époque c'était prévu 2003, c'était 31 mars 2005, qui devaient composer finalement ce qu'on appelle le bouquet TNT en France, c'était relativement bien organisé et relativement bien équilibré en termes de tranches d'âge et en termes de modèle éditorial. Vous aviez 3 ou 4 chaînes généralistes, vous aviez 3 chaînes d'information continue, 3 chaînes musicales, une chaîne jeunesse. Quand on regarde effectivement cet ensemble, finalement, le CSA avait plutôt bien fait son travail. Et puis en termes de tranche d'âge, c'est pareil. Vous avez Direct 8 qui était identifié comme assez âgé. Vous aviez effectivement Virgin Europe 2 TV à l'époque qui était plus jeune. Bon, voilà. Il y avait un bel équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, moi j'ai démarré, donc j'ai pris la direction générale de TMC en mars 2005. Démarrage de la TNT, et j'étais ravi parce que je venais de passer 15 ans à TF1, j'étais un enfant d'aménageur de moins de 50 ans et d'une chaîne leader, je connaissais ça par cœur, j'ai passé 15 ans de ma vie d'abord à m'occuper de coups de grille, après de la grille elle-même en termes de programme, et je me ressentais bien que si tout le monde allait vendre de l'aménageur de moins de 50 ans, je veux dire, on ne pourrait pas nous rivaliser avec TF1. Notamment, une des choses qui m'avait marqué en arrivant à TMC, c'est que j'avais 3 jours du coup de grille de TF1 pour faire 1 an de télévision. On ne fait pas la même télévision, on voit bien que le ratio économique était de 1 à 100. Donc, je me suis dit, et en universitaire que je suis, parce que ça fait 20 ans maintenant que j'enseigne le management et la gestion de la télévision, en universitaire, je me suis dit, c'est génial, parce qu'en fait, mon travail, ça ne va pas être de vendre de l'aménageur de moins de 50 ans, je vais aller vendre de l'homme de 35 à 59 ans, enfin du public de 35 à 59 ans, parce que TMC, c'est Monaco, c'est Monte-Carlo, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est le soleil, c'est tout ça. Donc, on va vendre du 35-59, plutôt CSP+. Et on commence à faire la tournée des agences médias pour promouvoir ce positionnement. Et en fait, eux, ça ne les intéressait pas. Alors, ils étaient ils nous disaient, OK, bon, on commence par faire de l'audience, après on verra. Et puis, au bout de 2 ans, on a vu qu'en définitive, en face de nous, on avait des gens qui n'avaient pas
le temps de bien connaître en détail nos programmes et qui voulaient simplifier l'acte d'achat et qui disaient nous on veut de la ménagère, nos clients veulent de la ménagère, on a acheté, enfin leurs conseils médias leur disent que la ménagère c'est génial, donc on veut de la ménagère. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que toutes les chaînes, quelles qu'elles soient, sauf aujourd'hui les 17 anciennes Direct Star, ancienne Virgin 17, ancienne Europe de TV, c'est quand même la chaîne qui a changé 4 fois de nom. C'est la seule qui aujourd'hui est encore bloquée sur son modèle musical parce qu'elle a une convention qui l'oblige à faire 75% de musique. Et les 25% qui restent, on cherche à faire plutôt, on faisait un public plutôt 15-24 ans. Mais donc, une chaîne comme Énergie 12, par exemple, qui était une chaîne musicale qui s'adressait aux 15-24 ans, d'un point de vue éditorial, quand la régie publicitaire lui a dit écoute, t'es gentil, mais moi ça je le vends pas, avec ça on n'arrivera pas à faire suffisamment de chiffre d'affaires, il me faut de la ménagère. Il dit ok, on va faire de la ménagère. Donc cet après-midi ils ont fait arriver les séries policières de TF1 comme Les Cordiers, ils en ont mis aussi une le samedi soir. En temps ils ont fait 2-3 émissions à Libye pour dire on est toujours une chaîne de jeunes. Et Énergie 12 aujourd'hui est la 5e chaîne sur les ménagères de moins de 50 ans. Et elle gagne correctement sa vie, les comptes sont tombés, même si c'est un peu en régression, parce qu'elle s'est repositionnée ménagère. Donc, en fait, j'ai une conférence là-dessus qui s'appelait finalement Toutes pareilles. Elles partent toutes avec finalement des ambitions éditoriales légitimes pour être différentes, et à l'arrivée, par le poids des régies publicitaires, elles font toutes la même chose. Et sincèrement, quand on regarde l'après-midi des grilles, D8 qui s'est positionné comme la chaîne des CSP+, elle vous met du Navarro l'après-midi, parce qu'avec ça, elle s'assure 5% de part d'audience. Et la télévision, ça coûte cher forcément, parce que finalement, quel que soit le mode de diffusion, même si c'est Internet, d'abord Internet, on croyait que c'était gratuit, parce qu'on ne payait pas. Quand vous commencez à calculer le coût de la bande passante, vous vous rendez compte que ça coûte aussi cher que la TNT si c'est pas plus. Et en fait, vous vous rendez compte que surtout, ce qui coûte cher, c'est d'avoir des gens qui sont là pour faire en sorte que le programme existe et qui sont intéressants. Et là, quand tout à l'heure vous parliez des politiques qui, tout en étant finalement, vont chez Ethnosia pour... Bah oui, ils y vont parce qu'il y a de l'audience. Et donc on voit bien que la réalité, c'est que finalement, c'est le public, c'est l'audience, et à partir de là, le financement, c'est à celle qui fait la plus grosse part d'audience, de façon à pouvoir financer tout ça. Est-ce que le marché tunisien a intérêt aujourd'hui, pour assurer la viabilité et la pérennité, à aller vers plus de concentration des acteurs? Parce que là, sur ce tableau, vous en voyez 5. On peut en rajouter encore 4 qui sont au-dessus de la ligne de flottaison des 2%. Mais aujourd'hui, il y a des chaînes qui ne voient pas le jour, des chaînes qui ont eu 6 mois d'existence. Est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt, et d'ailleurs, à la limite, du coup, d'écrire une loi qui va dans ce sens-là, qui autorise la concentration des acteurs afin d'avoir des acteurs forts, viable et pérenne? Alors là aussi, je ne voudrais pas transposer le cas de la France. Et l'avantage d'avoir travaillé quelque temps à Monaco, c'est que j'ai appris qu'il faut bien faire attention et pas jouer le petit Parisien qui veut appliquer partout. Donc j'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe dans les différents pays. Mais néanmoins, en France, on voit quoi? On voit que toujours le marché de la TNT est un bon exemple finalement d'une espérance, on va dire, d'ouverture et de multiplication des acteurs. La TNT, c'était notamment présenté par certains, Claude Berda pour ne pas le nommer, la prise de la Bastille, enfin, comme si pendant des années, les spectateurs français avaient supporté le diktat de quelques chaînes, donc au moins il y avait la liberté. Il s'est passé quoi? Il y a eu 18 chaînes gratuites, et aujourd'hui il y a quoi? Il y a 5 chaînes il y a 5 groupes qui ont racheté toutes les chaînes indépendantes. Il ne reste que Énergie qui est indépendant, mais parce que l'âge du capitaine de Jean-Paul Baudecroux étant, il va de toute façon chercher à se vendre bientôt, mais comme ce sera l'affaire de sa vie, il n'y en a qu'un qui peut acheter, c'est Taverneau. Le problème, c'est que Taverneau ne veut jamais payer cher et Baudecroux, il ne veut jamais vendre bon marché. Donc ça va demander un petit moment pour que les deux arrivent à se trouver d'accord, mais c'est quasiment les seuls qui puissent faire affaire. Next Radio, c'est formidable ce qu'ils ont réussi à faire. Au passage, d'ailleurs, quand je vois que RMC, la chaîne radio, on va parler un peu de radio, est sur l'Île-de-France devant Europe 1, ça prouve aussi que là, du talent. Il n'y a pas besoin. Alain Veil, il est réputé pour ne pas aimer dépenser d'argent. Donc il a dépensé ce qu'il fallait, mais il le fait intelligemment. RMC Découverte, il se trouve que j'ai été un peu associé au projet. Je veux dire, pareil, il n'y avait pas volonté de dépenser beaucoup d'argent, mais de faire intelligemment. Bon, voilà. Donc évidemment, les acteurs, pour répondre à votre question, les acteurs, en fait, se sont tous vendus à quelques groupes et qui sont venus. Il y a une concentration sur le secteur en France aujourd'hui qui fait que, moi, j'ai connu l'époque où il y avait 5 chaînes, maintenant, il y a 5 groupes. Et finalement, et en plus, dans l'intérieur de ces groupes, vous avez la même personne, elle s'occupe de 3 chaînes. Donc, pour revenir à votre... Est-ce que la Tunisie doit passer par une espèce de période, je dirais, d'illusion formidable, on crée plein d'acteurs qui vont tous perdre de l'argent pour après revenir à une grosse concentration, sachant que dans le même temps, il y a quand même des gens à l'extérieur qui vont vous
qui balancent déjà des chaînes que de toute façon un grand nombre de Tunisiens vont regarder, et que c'est pas parce que ce sera tunisien. Qu'est-ce que je retiens de l'expérience de la chaîne? Parce que si vous me retirez le nom, là je ne sais plus savoir comment elle s'appelle. Ethnousia, c'est qu'en gros, elle n'a pas attendu d'être autorisée. J'ai cru comprendre que les programmes étaient tout à fait, je veux dire, légitimes, bien faits, respectueux. On n'est pas sur une chaîne trash qui capte le public par la télé-réalité, du sexe et de la violence. On est sur quelque chose qui correspond finalement à une envie de dialogue et de débat pour les Tunisiens, et qu'elle existe aujourd'hui, elle fait 17,6%, et puis on peut attendre que la loi passe et qu'on en discute, elle existera. Et donc je pense que c'est-à-dire que je respecte totalement, je veux dire, ce besoin, ce souci de démocratie, de régulation et autres. Je veux dire, je trouve ça, effectivement, c'est indispensable. Je crains malheureusement, et on peut le regretter, que le marché aille plus vite que la régulation, et que ce qu'il y a de très intéressant en plus au niveau des groupes tunisiens, c'est qu'ils ne peuvent ne pas se limiter à un petit marché qui est le marché tunisien, c'est tout le marché du Maghreb et c'est le marché arabe. Et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que rapidement, ces gens-là, finalement, il y a la possibilité de se développer de façon à produire des programmes qui vont aussi intéresser, qui vont rééquilibrer, je dirais, la part de voix entre d'autres grands pays qui ont des programmes et des chaînes depuis très très longtemps. Ça, enfin, d'un point de vue purement économique, c'est ce que je ressens. Merci. Pour abonder, pour terminer justement sur les questions d'extraterritorialité, quelques chiffres peut-être pour ceux qui ne sont pas dedans tous les jours. Les chiffres de 2012, le groupe MBC, qui n'est pas un groupe tunisien, mais avec ses déclinaisons multiples, réalise entre 11 à 13% de part de marché, et Al Jazeera, et encore on ne compte pas Al Jazeera Sport, qui est un acteur payant du coup et fondamental, réalise en gros entre 5 et 7% de part de marché, d'où la question de l'extraterritorialité. Merci beaucoup en tout cas à Laurent Follet pour cette intervention.